Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Sauf surprise, c'est donc ce matin que les sénateurs devraient rejeter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les sénateurs communistes ont confirmé hier, lors d'une conférence de presse, leur intention de voter contre la partie recette de ce texte. Éliane Assassi, présidente du groupe communiste, a expliqué hier que le gouvernement n'avait pas entendu la démarche des sénateurs communistes en retoquant la plupart de leurs amendements. L'UMP va également voter contre le budget de la sécurité sociale. Jean-Claude Gaudin a estimé que ce PLFSS était animé par la seule ligne directrice du matraquage fiscal. Même son de cloche du côté de l'UDI-UC. François Zocchetto a dénoncé l'attitude du gouvernement, son manque d'ouverture, très peu réceptif selon lui aux propositions des centristes pour améliorer les recettes de la protection sociale. Alors, conséquence de ce nouveau coup dur pour le gouvernement, tous les amendements qui ont été adoptés par les sénateurs jusque-là sont de fait rendus caducs. Il y aura une CMP, commission mixte paritaire, réunissant à la fois des députés et des sénateurs. Elle aussi, elle semble bien vouée à l'échec. Et comme vous le savez, c'est la Constitution qui le prévoit. S'il y a un désaccord, c'est donc l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale de financement de la sécurité sociale pour 2013. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 76 tendant à insérer un article additionnel avant l'article 33. Avant l'article 33, article 235 ter ZG du Code général des impôts, et je suis saisi donc d'un amendement, cet amendement effectivement numéro 76 de Monsieur Vatrin. C'est Madame Pascal. Merci Monsieur le Président. Cet amendement, mes chers collègues, n'est pas nouveau, puisque nous l'avons déjà déposé et défendu lors de précédentes lois de financement de la sécurité sociale. Il s'agit avec cet amendement d'instaurer une contribution fiscale exceptionnelle à la charge des cliniques commerciales portant sur leurs bénéfices et dont le bénéfice irait aux centres de santé qui représentent des difficultés financières importantes. Initialement, notre taxe portait sur le chiffre d'affaires et M. Cahuzac nous avait alors répondu que notre amendement n'était pas recevable dans la mesure où certaines d'entre elles étaient en grande difficulté. Ne voulant naturellement pas leur porter atteinte, ou plus précisément ne pas porter atteinte aux emplois de leurs salariés, nous avons modifié notre amendement pour que la taxe ne porte plus sur le chiffre d'affaires mais sur les bénéfices réalisés par les sociétés qui possèdent ces cliniques. Pour mémoire, les bénéfices du premier groupe français sont passés de 24 à 59,4 millions d'euros, grâce à quoi elle a versé d'énormes dividendes à ses actionnaires. Et là encore, nous posons avec cet amendement la question de l'utilité et la réorientation de l'argent. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement propose de créer pour 2012 une taxe exceptionnelle sur le bénéfice des cliniques privées égale à 2%. Cette recette serait affectée aux centres de santé. Dans la perspective d'une redéfinition du service public hospitalier et d'une loi d'accès aux soins que Madame la Ministre a annoncée, il ne me semble pas judicieux d'opposer ainsi les cliniques et les centres de santé. Chacun a sa place dans notre organisation. Il faut trouver les meilleures modalités de fonctionnement et de financement. D'ailleurs, la convention qui lie l'UNCAM et les centres de santé va être renégociée dans les prochains mois, ce qui permettra de mieux prendre en compte leurs spécificités et de conforter leur place qui est indispensable. En ce qui concerne les cliniques, il est vrai que nous avons assisté ces dernières années au rachat d'établissements par des groupes financiers. Je crois, Madame la Ministre, que nous devrons réfléchir à cette question pour tenter de revenir à un système plus traditionnel de propriétaires médecins présentant moins d'inconvénients en termes d'accès aux soins. Sur ces éléments, la Commission des affaires sociales a souhaité le retrait de l'amendement. Si l'amendement est maintenu, l'avis donc sera défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre.
Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, un avis défavorable, Madame la sénatrice, à votre amendement. Les établissements de santé à but lucratif, ce qu'on appelle les cliniques, lorsqu'elles font des bénéfices, payent des impôts au titre de l'impôt sur les sociétés et donc apportent une contribution. Et par ailleurs, lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés de 5% est de plus exigée. Il nous semble par ailleurs que établir un lien qui pourrait être perçu comme une opposition entre centres de santé et cliniques privées n'est pas souhaitable, indépendamment de la question de savoir comment on pourrait déterminer une taxe affectée. Je rappelle qu'une mission est engagée pour préciser le modèle économique des centres de santé auquel le gouvernement est très attaché. Nous devons faire en sorte que soient mieux reconnues, mieux financées certaines missions spécifiques des centres de santé. Et c'est dans la perspective de cette mission que nous nous situons pour garantir le financement des centres de santé sans vouloir, encore une fois, opposer les établissements entre eux. Donc avis défavorable à votre amendement. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote? L'amendement est maintenu, Madame Fasquet? Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu l'avis défavorable et de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. À l'article 33, je suis saisi d'un amendement 210 rectifié du groupe UMP. Madame Procaccia qui le défend? Non, c'est Madame de Roche. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article 33 prévoit la mise en place d'une gestion commune par la CCMSA de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole, y compris celle du GAMEX, et organise en conséquence le transfert de la propriété des réserves du GAMEX à la CCMSA. Le GAMEX est une association regroupant 17 entreprises d'assurance qui a été créée par la loi de 1961 pour gérer le régime obligatoire de l'assurance maladie des exploitants agricoles, service des prestations et recouvrement des cotisations. Aujourd'hui, l'existence du GAMEX, aux côtés de la CCMSA, garantit aux assurés une liberté de choix pour la gestion de leur protection sociale en santé, ainsi qu'une qualité de service reconnue, services en ligne, accords de télétransmission, accueil téléphonique. Or, au détour d'une disposition visant à pérenniser les moyens de fonctionnement de la MSA, celle-ci a en fait organisé l'absorption du GAMEX par la CCMSA en prévoyant un transfert de sa trésorerie et surtout un transfert de la propriété de ses réserves. En effet, en privant le GAMEX de ses fonds propres et de sa trésorerie, c'est le fonctionnement, la gouvernance et la pérennité même de celui-ci qui sont remis en cause. De telles modifications auraient donc pour conséquence de réduire à néant la liberté accordée aux exploitants agricoles de choisir l'organisme gestionnaire de leur protection sociale en santé. C'est pourquoi il est proposé par cet amendement que le GAMEX conserve la pleine gestion de sa trésorerie et la pleine propriété de ses réserves dans l'intérêt de ses assurés. Merci, Madame de Roche. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement entend supprimer les deux dispositions de l'article 33 dispositions relatives donc au GAMEX. Le GAMEX est un groupement d'entreprises d'assurance créé en 1961 pour gérer le régime obligatoire d'assurance maladie des exploitants agricoles, donc service des prestations et recouvrement des cotisations. Actuellement, 6% des assurés sont affiliés à cet organisme. L'article 33, qui réforme le système de financement de la gestion administrative de la MSA, prévoit la centralisation de la trésorerie et des réserves des caisses locales au niveau de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. À des fins de cohérence, le GAMEX est également concerné par ce que je parlais, donc cette remontée de la trésorerie. En effet, la trésorerie constituée par le GAMEX ne lui appartient pas. Il s'agit de la trésorerie de la gestion des prestations du risque maladie. Il n'y a donc aucune légitimité à laisser cette trésorerie au GAMEX au détriment du régime obligatoire d'assurance maladie des exploitants agricoles. L'avis de la Commission des affaires sociales est donc un avis défavorable à cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis défavorable, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons excellemment présentées par Monsieur le rapporteur général. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote?
Je vais donc mettre aux voix l'amendement 210 rectifié qui a reçu l'avis défavorable et de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 398 présenté par le Gouvernement. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'une mesure concernant les artisans ruraux qui n'emploient pas plus de 2 salariés et qui sont affiliés au régime social des indépendants pour tous les risques, sauf en ce qui concerne la famille. Ils paient donc, ces artisans, leurs cotisations personnelles pour ce qui est de la famille et la CSG-CRDS à la mutualité sociale agricole et non pas au régime social des indépendants comme pour les autres cotisations sociales. Cette situation apparaît peu lisible et source de complexité pour les artisans qui doivent donc payer leurs cotisations personnelles auprès de 2 organismes selon des règles et des calendriers qui sont différents. Cette double affiliation apparaît complexe, elle provoque en outre des difficultés de gestion qui peuvent conduire à ce que ces artisans se voient réclamer les cotisations d'allocation familiale ainsi que la CSG et la CRDS par les 2 organismes collecteurs, c'est-à-dire à la fois par le RSI et la mutualité sociale agricole. Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en procédant à l'affiliation des artisans ruraux n'employant pas plus de 2 salariés de façon permanente au RSI pour l'ensemble des risques. Cette solution est conforme aux règles qui concernent les autres artisans ruraux, c'est-à-dire ceux qui emploient plus de 2 salariés, et la proposition qui vous est faite est soutenue par les représentants de cette profession. Merci Madame la ministre. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, la Commission n'a pas pu examiner cet amendement, donc j'interviens à titre personnel pour souligner qu'il s'agit bien d'une mesure de bon sens qui devrait mettre fin aux difficultés de gestion qu'engendre la double affiliation des artisans ruraux n'employant pas plus de 2 salariés. Donc, dans les conditions que je viens d'indiquer, l'avis est favorable. Merci Monsieur le rapporteur général. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 398 du Gouvernement qui a reçu l'avis favorable du rapporteur général. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 33. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Donc quels sont ceux qui sont pour adopter l'article 33? Avis contraire? Il est adopté. Après l'article 33, je suis saisi d'un amendement 77 qui le défend. C'est Madame Fasquet. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera très rapide. Comme vous le savez, nous considérons que les professionnels de santé qui ne respectent pas les règles en matière de respect des tarifs opposables doivent faire l'objet de sanctions. En l'état actuel du droit, l'article L. 162.1.14.1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires et qui ont été sanctionnés pour cela peuvent faire, en cas de récidive, l'objet d'une sanction particulière, prenant la forme de l'affichage de la sanction dans le cabinet du professionnel. Cette sanction, baptisée « name and shame » chez les anglo-saxons et que l'on peut traduire en France par « crainte de la honte », nous apparaît être une mesure efficace pour éviter les récidives. Tel est le sens de cet amendement. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, quelques explications. L'article L. 162.1.14.1 du Code de la santé publique prévoit, depuis la loi HPST, que la CPAM peut prendre, l'expression peut prendre des sanctions à l'encontre des professionnels de santé en cas de discrimination, de dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou non conforme à la Convention et d'omission de l'information sur les tarifs pratiqués. Le présent amendement, qui a été rédigé pour l'examen de cette loi, entend remplacer l'expression « peuvent faire l'objet de sanctions » par donc « font l'objet de sanctions ». Il apparaît à mes yeux que cette nouvelle rédaction n'apporte pas réellement de valeur ajoutée juridique. Concrètement, il ne peut pas y avoir de sanction automatique pour ce type d'infraction. En revanche, le récent avenant numéro 8 à la Convention médicale
à supprimer la référence à la notion de tact et de mesure pour la remplacer par une série de critères plus pertinents à mes yeux et plus opérationnels. Il a aussi organisé une nouvelle procédure de sanction qui me semble plus efficace que celle de l'article du Code de la santé publique, les deux étant d'ailleurs exclusives l'une de l'autre. Au vu de ces éléments, la Commission des affaires sociales a souhaité le retrait de l'amendement. Si l'amendement est maintenu, l'avis donné sera un avis défavorable à son adoption. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, un avis défavorable dans la mesure où non seulement l'amendement ne paraît pas constituer une avancée significative par rapport à la loi, mais surtout pour la raison que le dispositif qui était prévu dans la loi HPST, qui n'a pas trouvé d'ailleurs de disposition d'application, puisque le décret d'application n'est pas sorti, mais le dispositif qui était prévu s'inscrivait dans la logique de la politique menée par le précédent gouvernement, qui consistait à concentrer l'action de maîtrise des dépassements d'honoraires sur certaines professions, et de façon d'ailleurs tout à fait insuffisante, puisqu'en réalité il s'agissait de permettre que ces dépassements d'honoraires soient pris en charge par des organismes complémentaires et pas du tout de limiter les dépassements eux-mêmes. Ça n'a pas été l'approche de ce gouvernement lorsqu'il a souhaité que s'engagent des discussions entre la caisse la CNAMS, les organismes complémentaires et évidemment les syndicats de médecins libéraux. Discussions qui ont abouti à un accord qui doit s'appliquer dans quelques semaines et qui permettra à la fois de lutter contre les dépassements abusifs en permettant que ces dépassements soient sanctionnés, de limiter les dépassements non abusifs dans le cadre d'un accord favorable aux patients puisque les patients seront mieux remboursés et qui permettra à près de 10 millions de nos concitoyens d'avoir la garantie de bénéficier des tarifs de la sécurité sociale. Donc il me semble que l'accord qui a été signé permet de répondre à vos préoccupations. En tout cas, ça n'est pas du tout dans le cadre de la loi HPST que nous situons. J'ajoute, pour terminer, que votre amendement me semble constituer un cavalier social dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. Je dois dire que je suis assez étonnée qu'il apparaisse en partie recette, puisque en tout état de cause, cela n'aura aucune incidence sur l'équilibre des comptes de la sécurité sociale dans la mesure où les dépassements d'honoraires ne relèvent pas, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Merci, Madame la Ministre. L'amendement est maintenu, Madame Mosquet. Je vais donc le mettre aux voix avec avis défavorable. Il est retiré, pardonnez-moi. Alors, nous en arrivons toujours après l'article 33, un amendement 282 qui le défend. C'est Madame Archimbaud. Vous avez la parole. Monsieur le Président, cet amendement est retiré. Nous espérons évidemment que le dossier n'est pas clos, mais il est nécessaire de réfléchir et plus largement, au-delà de la question des dépassements d'honoraires, à la rémunération des médecins. Merci. Donc l'amendement est retiré. Nous en arrivons à l'article 34 avec une prise de parole de Monsieur Dominique Vatrin. Vous avez la parole. Oui, je voudrais profiter de cet article 34 qui permet à l'ACOS de fournir au régime des mines des avances exceptionnelles de trésorerie à hauteur de 250 millions d'euros. Si j'ai bien compris, celles-ci sont censées venir compenser la diminution des crédits de la Caisse des dépôts et des consignations qui n'excéderont pas en 2012, les 650 millions d'euros. Cet apport est donc le bienvenu, même si je dois vous dire mon inquiétude quant au devenir du régime minier et des centres de santé qui lui sont attachés. Ces derniers, intégrés au régime de sécurité sociale minière, permettent une approche globale des besoins en santé et en protection sociale des assurés relevant du régime minier. La fermeture de ces structures aura un effet mécanique sur cette offre de soins, souvent ouverte à toute la population, et ne manquera pas d'aggraver le drame social dans des territoires qui souffrent déjà plus que d'autres de la précarité, du chômage, de la pauvreté et surtout des retards de santé. Comme vous le savez, les centres de santé du régime minier pratiquent la gratuité totale des soins.
là où ils sont ouverts à toute la population. Ils constituent d'ailleurs le meilleur atout de ces territoires pour combattre les retards de soins et réduire les inégalités de santé. Cet héritage particulier repose sur deux fondements. Tout d'abord, les mineurs ont cotisé durant toute leur vie à un taux supérieur à celui du régime général. Qui plus est, la dangerosité et le caractère pathogène de l'activité professionnelle des mineurs justifiaient la pratique de cette gratuité totale. J'ai pris acte, Madame la Ministre, de l'instauration dès votre arrivée d'un moratoire sur le devenir du régime minier et des 180 centres de santé qui y sont rattachés. Moratoire rendu nécessaire après que le précédent gouvernement a imposé, sans concertation ni dialogue, le fameux décret d'août 2011 qui fixait à 2013 la date de disparition du régime minier. Nous souhaiterions donc savoir où en est cette concertation, et si vous envisagiez à ce jour de prolonger la durée du régime minier, garantir à ses assurés sociaux le rétablissement de leurs droits dérogatoires aux droits communs, c'est-à-dire plus protecteur. Je pense particulièrement au rétablissement plein et effectif du dispositif appelé communément 2B, qui consiste en des remboursements de frais de transport, cure et pharmacie en faveur des affiliés du régime minier, car malgré les annonces faites par votre prédécesseur, les assurés nous affirment ne pas avoir encore vu réellement ces droits spécifiques rétablis. Et cela a des conséquences directes sur la santé des assurés, qui sont principalement des retraités en perte d'autonomie, dont la prise en charge des transports et des cures est aujourd'hui entravée. Faut-il rappeler qu'il ne s'agit pas ici de demande de confort, mais bien de nécessité, justifiée pour des ayants droit, usés par les conditions de travail, parfois d'habitat, des conditions particulières dont l'espérance de vie en bonne santé est réduite par rapport à la moyenne de la population. Merci, mon cher collègue. Amendement numéro 9 de la Commission, monsieur le rapporteur général. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit simplement d'un amendement de cohérence, donc caractère rédactionnel. Merci. Avis du gouvernement ? Favorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 9. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Avis contraire ? Je n'en vois pas. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 34. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 34 ? Avis contraire ? Il est adopté à l'unanimité. Article 35. Qui souhaite prendre la parole ? Je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption d'article 35 ? Avis contraire ? Il est adopté. Article 35 bis. Je suis saisi de deux demandes de parole. Tout d'abord, celle de Monsieur Jean-Pierre Godefroy. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, il n'y aura pas de prise de parole comme prévu, puisque l'amendement déposé par le gouvernement, amendement 395 rectifié, donne entièrement satisfaction. Il répond aux préoccupations qui étaient les nôtres. Et donc, en conséquence, nous retirons, notre amendement 259 rectifié bis. Merci. Madame Cohen. Oui, c'est une prise de parole plus de demande de précision. Il a pour objet de simplifier les modalités de versement des cotisations dues sur les indemnités de congés payés dans les professions pour lesquelles existent des caisses de congés payés. Et il prévoit donc que les cotisations sociales, patronales et salariales dues sur les indemnités de congés payés seraient donc, si cet article était adopté, acquittées dans les mêmes conditions que celles appréciables pour l'ensemble des cotisations sociales. Or, cette disposition aurait pour effet de renverser la logique actuellement définie aux articles L242-1 et R243-6 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que le versement des rémunérations, c'est-à-dire dans le cas précis les congés payés, constitue le fait générateur de cotisations. Malgré la présentation qui en était faite en séance publique à l'Assemblée nationale, nous avons l'impression finalement, en tout cas nous percevons mal la finalité de cet article qui appliquerait au secteur du BTP des mécanismes dérogatoires. Est-ce que ce nouveau mécanisme qui correspond en quelque sorte à un paiement anticipé des cotisations ne peut pas générer une forme de complexification pour les gestionnaires, mais également avoir des conséquences financières, notamment dans le cadre donc des congés pris par les salariés du secteur ?
Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques éclaircissements sur cette question et pour savoir comment nous allons nous positionner? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous avons en discussion commune deux amendements, puisque le 259 rectifié a été retiré. L'amendement 244 de Jean-Paul Amoudry, qu'il défend. Monsieur Van den Berg. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour les mêmes raisons qui viennent d'être exprimées par Jean-Pierre Godefroy, nous retirons cet amendement puisqu'il est satisfait au dire des caisses de congés payés concernées par l'amendement du gouvernement. Merci. Amendement numéro 265 rectifié terre du Monsieur Gilles. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ferai comme mes collègues précédents. Si nos amendements déposés sont satisfaits par l'amendement gouvernemental, je suis moi aussi tout prêt à le retirer, mais comme l'ont fait mes collègues avant moi, je souhaiterais avoir bien sûr quelques éclaircissements sur cet article et sur l'amendement du gouvernement. Merci. Merci, mon cher collègue. Nous en arrivons à l'amendement 395 rectifié du gouvernement. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. À la suite de certains rapports, il est apparu nécessaire de simplifier la gestion des cotisations. Et donc l'article du projet de loi initial tel qu'il a pu être débattu à l'Assemblée nationale avait précisément pour objectif de simplifier la situation, n'avait pas la volonté d'ajouter un coût de trésorerie pour les entreprises et en même temps de donner toutes les garanties de transparence sur la manière dont étaient gérées ces cotisations. Il est apparu que certaines interrogations existaient. Il nous a paru nécessaire de sécuriser la réforme proposée dans le temps pour ne pas provoquer de difficultés. Et donc, à la suite de concertations avec les caisses, nous présentons cet amendement qui a pour objectif de restreindre dans un premier temps le prélèvement à la source, au versement transport et à la contribution FNAL, ce qui ne pose pas de difficultés aux entreprises concernées. Et dans le même temps, nous mettrons en place un groupe de travail avec les représentants du BTP qui remettra ses conclusions avant le printemps prochain, mois de mai 2013. Et à ce moment-là, nous verrons comment avancer avec les entreprises dans la démarche que nous avions envisagée, à la fois de transparence et de sécurisation. Il me semble donc que l'amendement qui est présenté apporte réponse à vos préoccupations, à celles des entreprises du secteur. Et donc, je vous remercie d'avoir bien voulu retirer vos amendements au profit de celui du gouvernement. Merci, Madame la Ministre. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement du gouvernement devrait ou doit même permettre de répondre aux craintes soulevées, notamment dans les fédérations des bâtiments et travaux publics par l'article 35 bis. En effet, l'amendement supprime les dispositions de l'article 35 bis qui prévoyaient que les caisses de congés payés n'interviendraient plus dans le versement aux URSSAF des cotisations patronales et salariales dues sur les indemnités de congés payés. À la place, il propose qu'un rapport soit remis au Parlement au plus tard le 1er juillet 2013 sur la question. L'amendement prévoit également que le versement transport et le versement destiné au Fonds national d'aide au logement soient directement versés aux URSSAF par les entreprises. La Commission des affaires sociales donc, a mis un avis favorable à cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur général. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Monsieur Gilles. Merci Monsieur le Président. Pas spécialement une explication de vote, mais pour confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que devant les éclaircissements donnés par Madame la Ministre, je retirerai bien sûr mon amendement. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui a reçu l'avis favorable de la Commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 35 bis. Quels sont ceux qui sont pour adopter cet article 35 bis? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons donc à l'article 35 ter. Il n'y a pas d'amendement. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 35 ter? Avis contraire? Il est adopté. Même vote pour l'article 36? Même vote? Il est adopté.
Abstention, pardon. Abstention du groupe UMP. Je vais mettre aux voix donc la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Je rappelle que lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions de cette partie, la quatrième partie de ce projet de loi est considérée comme rejetée. Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez prendre la parole. Vous l'avez. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans quelques instants, nous allons procéder au vote de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, conformément à ce que prescrit la loi organique. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants qui ont pris part à l'examen des articles relatifs aux recettes. Nos débats ont été, me semble-t-il, riches, souvent passionnés, peut-être quelquefois excessifs, mais aussi très souvent fructueux. Je voudrais simplement à cet instant vous inviter à vous interroger sur le sens de notre vote. Au cours de la discussion, la majorité sénatoriale a su se montrer rassemblée sur des articles ou des amendements essentiels. C'est ainsi que nous avons rétabli l'article 14 sur la rémunération des gestionnaires de capital risque. Nous avons pris des initiatives pour introduire une nouvelle taxe nutritionnelle sur l'huile de palme. Je pense avoir fait preuve d'un esprit de conciliation et de responsabilité sur les droits de consommation sur les bières. À beaucoup de moments et sur de très nombreux amendements, nous avons vu aussi se constituer dans l'hémicycle ce que j'appellerais des majorités à géométrie variable. C'est ainsi que l'opposition sénatoriale a pu faire voter, donc obligatoirement et arithmétiquement, avec l'apport de voix de groupes de la majorité sénatoriale, des dispositions, alors quelquefois majeures, quelquefois mineures. J'en rappellerai quelques-unes. Incitation à l'usage du vélo, exonération de la prévoyance de taxes sur les salaires, suppression du passage au réel pour l'emploi à domicile, fléchage de la totalité de la CASA au département. C'est la loi de la démocratie parlementaire et elle ne souffre aucun commentaire. Quel doit être notre vote? Maintenant, on peut prendre ce vote comme consistant à approuver la politique fiscale du gouvernement. La Commission des affaires sociales considère que le PLFSS et son volet recettes est pleinement respectueux des engagements de la majorité sénatoriale et notamment de ses votes intervenus l'an dernier. Mais l'on fait le constat, et je le vois bien, que beaucoup ici trouvent à redire sur tel ou tel point, sur tel ou tel article. Faut-il donc transformer le vote sur la troisième partie, alors que nous n'avons pas encore examiné tous les articles, qu'il nous reste près de 200 amendements, en une sorte de motion préalable intervenant en pleine discussion? Je pense, et je le dis fortement et solennellement, que ce serait profondément dommage. Je pense que nos concitoyens ne le comprendraient pas. C'est tout le Sénat qui se trouverait fragilisé et pas seulement sa majorité. Il ne s'agit pas de continuer à discuter simplement pour le plaisir de discuter. Cependant, la maladie, la famille, la vieillesse, les accidents du travail, le secteur du médico-social ne méritent-ils pas un examen sérieux et approfondi de tous les groupes politiques et dans leur diversité? N'avons-nous pas, et sur tous les bancs, des propositions à formuler? N'y a-t-il pas là des enjeux qui sont majeurs pour notre pays? C'est dans cet esprit que je vous invite à ne pas repousser cette troisième partie. Avant de prendre nos responsabilités chacun dans nos groupes politiques, ayons le courage de regarder le texte de manière globale, d'éviter un vote tronqué. Laissons l'examen d'un texte fondamental se poursuivre. Je pense que ce serait bien pour le Sénat, ce serait bien pour notre protection sociale et ce serait bien aussi pour les Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur général. La parole est à Madame Assassi. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, nous voici donc au terme de 2 jours de débat et nous sommes donc amenés à nous prononcer sur la troisième partie de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale relative aux recettes. Je crois que nous l'avons dit
à l'occasion de nos différentes interventions, il ne peut y avoir de renforcement de notre sécurité sociale qu'à la condition de renforcer durablement son financement et en l'asseyant sur des dispositions qui soient justes, qui soient solidaires, qui soient conformes aux principes fondateurs du Conseil national de la résistance. Alors c'est vrai, le Sénat a adopté des mesures positives en matière de financement, et je crois que nous avons aussi contribué à les faire adopter. Je pense par exemple à l'article 11 qui rompt avec la fragilisation économique du régime social des indépendants et à l'élargissement de l'assiette de la C3S. Toutefois, nous regrettons que le gouvernement ait fait le choix de préférer un financement assis sur des mesures d'ordre fiscal plutôt que de faire le choix du renforcement des cotisations sociales. Alors c'est vrai, le rehaussement du forfait social générera des ressources dont la sécurité sociale a particulièrement besoin. Or, ces ressources auraient été plus importantes encore si vous aviez opté pour l'intéressement et la participation, par exemple, à un assujettissement à cotisation sociale. Alors, cette mesure aurait eu un double avantage, créer des droits pour les salariés, notamment en matière de retraite, et inciter les employeurs à privilégier les salaires qui sont fixes, annuels et collectifs, au détriment de formes de rémunération qui sont individuelles et dépendent du bon vouloir des employeurs. Alors, au-delà de son aspect, je dirais, technique, le débat entre financement par la cotisation et financement par des taxes nous paraît essentiel. C'est le débat du modèle social que nous voulons construire pour les années à venir. Alors, si nous sommes attachés aux cotisations sociales, c'est que nous considérons qu'il s'agit d'une forme socialisée de salaire, que c'est une forme de salaire différée, ponctionnée sur la valeur ajoutée créée par le travail. Les cotisations sociales sont en fait un prélèvement d'utilité sociale sur des sommes qui, si elles n'étaient pas orientées vers la sécurité sociale, iraient à la rétribution des dividendes et à la spéculation. D'ailleurs, pendant que certains dénoncent à droite le coût du travail, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que les employeurs ne participent plus au financement de la sécurité sociale, nous avons voulu porter, quant à nous, le poids du capital sur la sécurité sociale. Nous avons présenté notre amendement de modulation des taux de cotisation sociale en fonction de la politique salariale des entreprises, ainsi que celui instaurant une contribution sur les dividendes détenus par les entreprises. Le débat en la matière a été, je crois, de qualité. Il faudra le poursuivre. Il nous semblerait toutefois que la majorité de gauche du Sénat et le gouvernement pouvaient parvenir à dégager des recettes nouvelles pour la sécurité sociale en reprenant les dispositions adoptées par le Sénat à gauche lors de l'examen du projet de financement de la sécurité sociale pour 2012. Alors certes, malgré la sagesse du gouvernement, nous avons pris acte du vote par la majorité de gauche de notre amendement sur la taxation des parachutes dorés dès lors qu'ils excèdent 5 fois le plafond de la sécurité sociale. Mais d'autres recettes, d'ailleurs elles aussi adoptées ici par la majorité de gauche au Sénat l'an dernier, seraient tout autant aujourd'hui nécessaires, tout simplement parce qu'elles sont justes. Et c'est particulièrement vrai s'agissant de l'instauration d'une contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs des marchés financiers à hauteur de 20% et la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d'égalité salariale. Ces mesures auraient pu se substituer à l'article 16 instaurant la taxe sur les retraites. Comme vous, Madame la Ministre, nous souhaitons une réforme de la dépendance. Or, nous souhaitons qu'elle puisse d'abord et avant tout partir des besoins de nos concitoyens et qu'à partir de ces besoins, on établisse le niveau de financement nécessaire. Celui-ci ne peut reposer sur les futurs bénéficiaires au motif qu'ils auraient cotisé pour pouvoir bénéficier d'un droit nouveau. L'association entre cotisation et droit n'est pas conforme à la construction de notre pacte social. C'est un mécanisme d'aspiration assurantielle, c'est-à-dire l'inverse de notre système solidaire. Et plutôt que de taxer des retraites inférieures à 1 300 €, pourquoi ne pas porter les prélèvements sociaux sur les revenus du capital au même niveau
que ceux applicables aux revenus du travail. Certes, nous avons progressé en la matière, mais pourquoi considérer que le capital, dont on sait qu'il casse l'emploi, puisqu'il ne le fait pas progresser, sont moins soumis aux cotisations que les salaires qui participent, eux, à la consommation et donc à la croissance. Et permettez-moi de dire, à ce stade de mon propos, combien le débat autour de l'huile de palme et sur la bière a été, je dois dire, un petit peu surréaliste. J'imagine un citoyen lambda, très courageux, qui aurait suivi nos débats, 2h30 sur l'huile de palme et la bière, 1/2 heure sur la taxe sur les retraites. J'oserais dire de l'indécence à l'état pur. Enfin, pour terminer, pour raccourcir mon propos, mon collègue Dominique Vatrin l'a dit lors de son intervention sur l'article 27, une partie des ressources qui constituent les recettes prévues dans ce PLFSS sont en réalité issues de mesures adoptées sous le précédent gouvernement que nous avions dénoncées. Je sais, malgré des silences, que nous sommes encore nombreux à les combattre. Je pense par exemple aux franchises médicales qui nuisent à l'accès aux soins, ou encore à la taxe sur les mutuelles, dont nous avons été nombreux, à gauche, dans ce PLFSS, à en demander la suppression. Là encore, l'adoption de ces mesures aurait été un signal positif à l'égard de celles et ceux de nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à renoncer aux soins pour des motifs financiers. Nous voulions que ce premier PLFSS soit celui qui change la donne. Nous constatons qu'en l'état actuel, les recettes prévues ne permettent au gouvernement ni de desserrer l'étau que génère la crise financière, ni de rehausser le niveau de protection sociale dont ont besoin nos concitoyens. Et le groupe communiste républicain et citoyen, et je le dis avec solennité et fermeté, prend toutes ses responsabilités ce matin. Et donc, par conséquence, avec ce que je viens de dire précédemment, nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter cette troisième partie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Alain Milon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général. Tout d'abord, avant de prendre mon intervention, une petite remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux médecins. Je voudrais avoir un petit esprit corporatiste pendant quelques temps, et vous m'en excuserez, mais la quasi-totalité des médecins généralistes n'appliquent pas de dépassement d'honoraires. Et 90 à 95% des médecins spécialistes qui appliquent des dépassements d'honoraires le font avec tact et mesure. Alors, avoir les propos que j'ai entendus dans l'hémicycle, pas ceux de Madame la Ministre, mais les propos que j'ai entendus dans l'hémicycle, condamnant tous les médecins comme étant des escrocs, est absolument insupportable pour la plupart des médecins. Et le mécontentement que vous entendez actuellement dans le pays de la part des médecins vient de cette condamnation que vous leur donnez. Ils sont tous des escrocs. Non, les médecins ne sont pas des escrocs. Ils sont là pour soigner la population. Ils appliquent pour la plupart d'entre eux les tarifs ou les tarifs opposables ou les tarifs avec tact et mesure. Et quelques-uns simplement méritent évidemment d'être condamnés. Mais quelques-uns simplement. Nous estimons, Madame la Ministre, que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est construit sur une contre-vérité. Le gouvernement s'appuie en effet sur des hypothèses de croissance irréalistes. Il y a quelques jours, la Commission européenne a publié ses prévisions économiques pour l'ensemble de la zone euro. La Commission anticipe, comme le FMI, une croissance de seulement 0,4% en 2013, alors que le gouvernement table sur une croissance de 0,8%. La conséquence de la diminution du taux de croissance pourrait faire déraper le déficit à 3,5% du PIB. Pour 2014, la Commission européenne est également moins optimiste que le gouvernement. L'activité ne devrait progresser que de 1,2%, alors que le gouvernement parie sur 2%. Le commissaire aux affaires économiques et monétaires, Olli Rehn, s'attend à ce que les entreprises limitent, et je cite, leur création d'emplois pour maintenir leur profitabilité et leur productivité, alors que le chômage et les hausses d'impôts devraient peser sur le pouvoir d'achat des ménages et maintenir la confiance à un niveau bas. Fin de citation. Dans ce contexte, la courbe du chômage ne pourra pas s'inverser, et je le regrette.
Le projet de loi est donc, selon nous, fondé sur une chimère. En outre, votre projet de loi se caractérise, je l'ai déjà dit dans la discussion générale, par une avalanche de taxes. Elle touche tous les Français et tout particulièrement le monde de l'entreprise. Toutes ces mesures auront pour conséquence de ralentir un pan entier de notre économie et donc d'aggraver la situation d'emploi. Je pense en particulier à l'article 11 qui prévoit une hausse des taxes de plus de 1 milliard d'euros pour les commerçants, artisans et professions libérales, alors que les entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité créent et développent des emplois non délocalisables. Je pense aussi à l'article 15 qui, en supprimant la déclaration du forfait pour les emplois à domicile, pénalise les classes moyennes et favorise le développement du travail illégal. Notre Assemblée a supprimé cet article à une large majorité, mais nous ne faisons pas d'allusion quant à sa réintroduction par la CMP. Je pense aussi à l'article 20, qui, prévoyant une taxation substantielle de la rupture conventionnelle, vide ce dispositif de sa substance et pénalise une fois de plus les salariés. Enfin, le matraquage des entreprises du médicament ne peut pas être une stratégie pérenne et déstabilisera ce secteur en termes d'emploi et en termes d'attractivité. Par ailleurs, nous ne pouvons que constater votre manque de cohérence. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement s'est précipité pour supprimer la TVA compétitivité et promettre de ne pas augmenter la TVA. 6 mois plus tard, vous faites exactement l'inverse. Vous reconnaissez donc implicitement la nécessité de changements fondamentaux pour enrayer la perte de compétitivité de nos entreprises et l'importance de la corrélation compétitivité-coût. Mais en choisissant d'augmenter d'abord fortement les impôts tant pour les entreprises que pour les ménages, vous êtes dans l'impossibilité de financer toute mesure de réforme structurelle. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire en utilisant l'augmentation de la fiscalité comme mode d'accompagnement. La logique de la TVA compétitivité que vous avez tant décriée était bien l'inverse. Il s'agissait d'amorcer la pompe en réduisant le coût des charges sociales à court terme, le temps que les réformes affectant la compétitivité prennent le relais. Pour notre groupe, la seule augmentation des taxes et le démantèlement des dispositifs déjà mis en place ne constituent pas une stratégie pour la sauvegarde de notre système de protection sociale, surtout si elle s'appuie sur des prévisions de croissance et donc des recettes irréalistes. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, le groupe UMP votera contre les recettes du PLFSS. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roche. Oui, Monsieur le Président, ouh là là, c'est dur le matin. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, le vote de la partie recettes du PLFSS n'est pas anodin. C'est un acte parlementaire dont la dimension politique est évidente, tout autant sans doute que l'est le vote de l'article d'équilibre du budget. Alors, on peut dire qu'en ce moment, on fait de la politique, mais faisons-le avec discernement. Il n'est pas question de condamner par principe la totalité des recettes soumises à nos suffrages. Un peu de bonne foi et de réalisme. Personne dans cet hémicycle n'a de leçons à donner à quiconque. Nous savons bien que dans la situation actuelle, déterminer les recettes de la protection sociale est une gageure, ce qui se comprend bien puisqu'il s'agit ni plus ni moins, en matière de santé par exemple, que d'élaborer une Ondam crédible sans dégrader la qualité de notre système de soins qui demeure l'un des meilleurs du monde. Autrement dit, quel que soit le gouvernement aux affaires, les recettes sociales seront critiquées d'une manière ou d'une autre. Pour notre groupe, de façon globale, on peut regretter l'augmentation des taxes salariales, l'absence ou l'insuffisance de mesures d'économie, qui, on le sait, vont nous être proposées, et insuffisantes les taux des taxes éco-environnementales. Le champ de nos discussions a été vaste, long, et tous les points étaient importants pour leurs conséquences possibles sur le quotidien de nos concitoyens. Dans une explication de vote, on ne peut tout évoquer, mais au risque de paraître réducteur, nous voudrions parler de l'un d'entre eux. Chacun a bien conscience que ce PLFSS s'est joué sur un article emblématique, le fameux article 16 qui crée la CASA, contribution nouvelle de 0,3% sur les pensions de retraite et d'invalidité. L'examen de cet article a été l'occasion de reprendre le débat social clé de la prise en charge de la dépendance et de son financement. Pour faire face au risque de dépendance, le gouvernement Jospin a mis en place l'APA en 2001. En termes de prise en charge de la dépendance, le bilan de l'APA est remarquable et je dirais excellent. Cela est très important, il faut le rappeler.
L'APA a permis un recul de 10 ans de la moyenne d'entrée en établissement des personnes dépendantes. De plus, l'APA joue déjà un rôle essentiel en matière de reste à charge des familles, puisqu'elle vient en déduction dans la prise en charge des personnes en établissement par le forfait dépendance. Le seul problème de fond de ce dispositif, c'est son financement. Le financement de l'APA est un serpent de mer. C'est pour y faire face que l'on a créé la journée de solidarité, la contribution du même nom et la CNSA. Mais cela ne suffit plus, les départements sont exsangues. Alors ce débat revient. Nous l'avons eu avant le PLFSS, nous l'avons eu pendant le PLFSS et nous l'aurons encore. Le 25 octobre dernier, la Haute Assemblée a adopté une proposition de loi que je lui soumettais avec le soutien de mon groupe UDI-UC pour régler le problème de manière pérenne. Une fois n'est pas coutume, disons-le clairement, c'est grâce au groupe RDSE que ce texte a été adopté et je les remercie très vivement. Comme je remercie très vivement les présidents de conseils généraux du groupe UMP, en particulier René-Paul Savary, qui ont su convaincre leurs collègues de l'importance de nos propositions. Mais ce texte a été adopté contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition du groupe socialiste. C'est exactement le même scénario qui s'est reproduit avant-hier avec le vote de notre amendement sur l'article 16. Le gouvernement nous semble faire fausse route parce qu'il est inapproprié de provisionner 2 ans de crédit pour financer une réforme future dont on n'en sait encore rien, alors que le financement des dispositifs existants n'est plus assuré. Comment l'APA va-t-elle survivre? À mes collègues et amis socialistes, en particulier mes collègues présidents de conseils généraux, je veux dire ceci. Depuis 3 ans, nous travaillons dans le consensus pour trouver une solution pérenne à ce problème au sein de l'ADF. Vous le savez pertinemment, ma PPL et l'amendement que nous avons adopté avant-hier sur l'article 16 s'inscrivent dans la droite file de la politique que nous avons voulu mener ensemble. Une politique non pas destinée simplement à défendre les départements, bien sûr que non, mais à défendre le dispositif excellent social de l'APA. Dans ces conditions, je vous le dis là aussi comme je le pense et comme je l'ai ressenti. Votre comportement m'a déçu et j'ai mal vécu cet abandon. Alors aujourd'hui, votre majorité n'est plus assurée. Des bruits de couloir, quelques contacts ici ou là laissent entendre que l'on pourrait espérer de votre part une volonté de faire vivre l'amendement de l'article 16 voté par notre Assemblée et pourquoi pas même de la PPL du 25 octobre. Mais pourquoi ouvrir les portes de la discussion maintenant alors qu'à 2 reprises, vous aviez pu nous manifester votre soutien par vos votes et ainsi montrer votre volonté de sauver l'APA? Alors, parce que nous ne voulons pas entrer dans une posture d'opposition systématique et stérile, c'est l'inverse que nous vous proposons. Faites ce qu'il faut pour sauver l'APA et faites-le dans l'immédiat car il y a urgence. Ne reportez pas les solutions à 2014 ou même 2015 car, comme me l'a confié notre collègue Jacky Lemaine, sur la dépendance, beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, il faut agir. Alors bien sûr, pour les échéances à venir, nos positions pourraient être plus coopératives. En attendant, la grande majorité du groupe UDI-UC, 28 sur 32, voteront contre les recettes de ce PLFSS pour 2013. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jacky Lemaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vois bien maintenant que le vote est pratiquement joué. Ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de choses et remarques à dire. J'ai d'abord 3 mots à dire. Ce PLFSS 2013 s'inscrit dans une dynamique forte. C'est la recherche de l'intérêt général. Et l'intérêt général pour tous nos concitoyens. Ce PLFSS, c'est un PLFSS, et la ministre l'a plusieurs fois rappelé, de protection des Français. Ce PLFSS, c'est aussi un PLFSS qui s'inscrit dans le redressement des comptes sociaux. Sans redressement des comptes sociaux, nous n'irons pas loin, mes chers collègues. Nous n'irons pas loin. C'est un PLFSS aussi de modernisation du système de santé. Je reviens rapidement sur chacun de ces points. Sur le problème du redressement des comptes sociaux. C'est une ardente obligation. Mes chers collègues de la minorité actuelle, mais qui furent pendant 10 ans la majorité au niveau national, vous nous avez laissé une situation financière catastrophique. Et ce n'est pas encore, c'est jusqu'à il y a 6 mois. Je rappelle des chiffres. 90 milliards de déficit en 5 ans.
20 milliards de déficit pour l'année 2011 cumulé. Nous avons là une situation qui impose à tous nos concitoyens de comprendre la situation et nous avançons des solutions fortes pour permettre d'aller de l'avant en matière de maintien d'un système. Oui, on reviendra là-dessus. C'est pour aller de l'avant dans la garantie d'un système social et notamment de santé de qualité. Et en ce qui concerne ce PLFSS, quand j'entends dire ici ou là qu'il n'y a rien qui a été fait, 4,6 milliards sont mis en plus par rapport à l'exercice 2012. Pour les hôpitaux, 1,9 milliard. Ce n'est pas rien. Pour le secteur médico-social, 650 millions, dont beaucoup d'ailleurs sont rattachés aux hôpitaux de structure. Ce n'est pas rien, avec des mesures qui ont été prises pour accompagner l'organisation différente dans le cadre des hôpitaux. Et là, bien évidemment, il me revient en tête ce qui a été dit lorsqu'on a discuté longuement, il y a quelques années, en 2009, la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. On nous promettait monts et merveilles. On a vu ce que ça a donné. Dans le PLFSS qui nous est présenté, heureusement, un certain nombre de propositions, dont beaucoup de propositions qui ont été reprises dans le cadre du rapport qui a été adopté à l'unanimité de la Commission des affaires sociales, qui concerne la refondation ou le refondement, si on veut dire, du financement des établissements de santé, avec la suppression notamment de la convergence en tarifaire entre le secteur public et le secteur privé, qui était une catastrophe. Des mesures aussi qui vont aller très rapidement dans le sens d'une possibilité d'avoir des économies raisonnées et raisonnables dans la gestion des hôpitaux. Et ce n'est pas au détriment des malades. Ce n'est pas au détriment des malades. Et moi aussi, j'ai un grand respect pour le corps médical, mais j'ai un grand respect aussi pour nos malades. Et je crois que nous devons tous, et j'en suis persuadé, vous êtes aussi dans le cadre de cet état d'esprit. Alors bon, j'entends nos collègues du groupe CRC faire un certain nombre de remarques et s'opposer sur une mesure importante. Je vais résumer, c'est la CASA. Nous ne partageons pas sur ce point-là une philosophie. Nous ne partageons pas votre philosophie sur ce point-là. Je crois que les propositions que nous avançons s'inscrivent pleinement dans notre volonté, mais qui est commune, j'en suis persuadé, de prendre en charge nos concitoyens, les plus âgés notamment, qui sont en vulnérabilité. On a eu effectivement l'occasion d'en parler lors de la PPL, qui a eu ce mérite, de notre collègue Roche. Sur la table, toutes les conditions étaient mises depuis de nombreuses années, puisqu'on nous promettait qu'on allait résoudre ce problème de la prise en charge des personnes qui étaient en dépendance. 4 gros rapports, je le rappelais, ont été faits, tout le monde a été consulté, un rapport au Conseil économique et social, des rapports au Président de la République, des rapports qui ont été faits à l'Assemblée nationale. Je rappelais l'autre jour celui de votre collègue député Debord, qui proposait des solutions. On les aurait combattues, certaines, notamment celle qui disait qu'il faut supprimer le GIR 4, 75%, on renvoyait je ne sais où, soit vers un financement particulier des familles, soit dans le cadre des caisses de retraite. Mais des solutions avaient été proposées. Il fallait choisir. Le gros problème sur lequel tout le monde se heurtait, c'est celui du financement. Les propositions qui sont faites par le gouvernement aujourd'hui sont des propositions courageuses. Et les revenus, ça ne se débite pas en rondelles de saucisson. Les revenus, ils doivent être cherchés, appréhendés là où ils sont actuellement, dès 2012, dès 2013, là où ils sont chez nos concitoyens. Des garanties ont été prises. Ces garanties, c'est de faire en sorte qu'il y ait des exonérations ou des gens qui ne seront pas touchés lorsqu'ils ne payent pas d'impôts. Les autres, ces revenus doivent être touchés en solidarité. Et ils le réclament. Je suis moi-même retraité et ça ne me gênerait pas
du tout qu'on prenne sur ma retraite. Par contre, je serais particulièrement peiné de voir, si ça avait été le cas, que les agents de service hospitalier de mon hôpital puissent, lorsqu'ils sont en retraite, être pénalisés. Ils ne le seront pas avec cette mesure, compte tenu de leur niveau de retraite. Alors je crois qu'à ce niveau-là, les recettes miracles n'existent pas. Là, les solutions sont toutes sur la table. Il faut avoir le courage d'aller les chercher là où elles sont et de les présenter dans le cadre de PLFSS. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait le ministre. Alors bon, je ne serai pas plus long, je n'ai pas son temps de parole. J'ai été très calme pendant ces 3 jours et j'ai tout entendu, y compris dans le cadre de ces amendements où, effectivement, là, vous avez raison, pendant plus d'1 heure et demie, on a confondu santé publique ou cherché à nous masquer sous les termes de santé publique des problèmes qui sont de son petit précaré. Et on a essayé de confondre, ou faire semblant de confondre, défense de l'emploi et santé publique. Alors là, mes chers collègues aussi de la majorité, je me rappelle avoir retiré, de l'ex-majorité, je me rappelle avoir retiré, oh ça vous fait rire, 40 amendements lorsque Madame la ministre de l'époque nous avait dit il y aura une grande loi de santé publique. Nous lui avons fait confiance. J'ai moi-même retiré 40 amendements de nos groupes en disant Madame la ministre, on vous fait crédit là-dessus, on attend, on discutera de ces points-là. Et puis ça ressort, bien sûr, il n'y a jamais eu de loi de santé publique, pas plus qu'il n'y a eu de prise en charge à fond de la dépendance. Hein, on attend toujours. Eh bien, ce courage, et là, il est au niveau de notre gouvernement qui, aujourd'hui, va sortir une loi de santé publique. Et on aura l'occasion de parler de ce qu'on a esquissé, chacun dans son territoire, en ne regardant pas l'intérêt général, qui défendant ici un exploitant de ceci, qui défendant là un autre exploitant. Alors, je veux dire que les leçons, on n'en veut pas. On a un budget PLFSS qui est un budget au service des Français et nous sommes fiers de voter pour ce budget. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Marie Wallenberg. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je serai assez bref puisque mon collègue Gérard Roche vous a déjà donné notre explication de vote. Je ne reviendrai pas, Madame la Ministre, longuement sur ce que j'ai dit, mais qui est essentiel dans la discussion générale sur ce PLFSS. Ce PLFSS manque d'un cap essentiel, c'est-à-dire le calendrier sur le retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Nous sommes dans un projet de loi de finances. Et c'est un projet, on le voit bien, déséquilibré que vous nous avez présenté et qui ne peut nous convenir, vous en conviendrez, en l'état. Et pourtant, nous ne faisions aucun procès d'intention. Au contraire, j'avais bien entendu, comme vous tous, le Président de la République, dans sa fameuse anaphore, lors du débat présidentiel, qui nous avait annoncé un changement d'attitude, un changement de méthode. Je passe sur les 15 propositions ou plus. J'attendais qu'il en soit ainsi dans les relations entre le gouvernement et le Parlement. Eh bien, il faut constater qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes défauts qu'hier. Le ministre arrive, bardé de certitudes, convaincu qu'il a raison, surtout avec aucune marge de manœuvre financière. Comment voulez-vous que le Parlement existe dans ces circonstances? Le Parlement profite alors de quelques opportunités pour voter des amendements qui, on le sait, s'ils proviennent de l'opposition, seront vite invalidés par la CMP. Sur la pression, bien sûr, de sa majorité, ou sur pression de sa majorité parlementaire, pardon. Ou quand ils ne sont pas, tout simplement, refusés avant par le gouvernement. Il en fut, il en sera ainsi des propositions, entre autres, je ne vais pas rappeler tous les amendements que nous avons déposés sur les auto-entrepreneurs, la rupture conventionnelle, sur le forfait des particuliers employeurs et sur ce que vient de rappeler notre ami Gérard Roche, sur
l'emblématique CASA. Alors, sur toutes ces propositions, ce fut de votre part non, non et non. Eh bien, vous ne vous étonnerez pas qu'évidemment, nous votons non à votre PLFSS. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Aline Archambault. Nous voulons d'abord remercier tous ceux qui ont permis que ce débat se tienne et tous ceux qui ont participé à un débat riche. Et nous voulons remercier, Monsieur le rapporteur général, pour le travail important que vous avez fourni et la démarche constructive que vous avez impulsée, malgré toutes les difficultés. Le groupe écologiste votera pour la partie recettes du PLFSS 2013, tout d'abord parce que, comme nous l'avons dit dès la discussion générale, nous soutenons globalement le PLFSS 2013, qui certes est un projet de transition, mais qui, pour la première fois depuis longtemps, ne propose aucune remise en cause des prestations servies par le régime d'assurance maladie obligatoire. Certaines mesures attendues depuis longtemps sont dans ce PLFSS, et notamment la fin de la convergence tarifaire publique-privée. Et là, je rejoins mon collègue Le Maine. Cette convergence tarifaire publique-privée était en train d'asphyxier complètement l'hôpital public. La fin de cette convergence devrait permettre d'envisager de lui redonner à l'hôpital public la possibilité d'assurer ses missions de service public si précieuses: formation, recherche, accueil 24 heures sur 24, accueil de tous, y compris les personnes modestes et en grande précarité. Tout cela a un coût qui doit être reconnu et assumé par notre pays. Le remboursement de l'IVG à 100% est aussi, parmi d'autres, une mesure très attendue que nous saluons et qui évitera bien des drames. Concernant les recettes qui doivent permettre la mise en place de ces mesures, nous nous félicitons qu'elles s'appuient sur des dispositions allant dans le sens de la justice sociale et de la diminution des inégalités sociales qui ont explosé ces dernières années. Et de ce point de vue, nous nous félicitons que le Sénat ait rétabli l'article 14. Enfin, nous estimons que plusieurs positions adoptées hier manifestent la volonté que notre pays s'engage aussi dans une politique de santé environnementale. Le Sénat s'est en effet prononcé pour des mesures permettant aux chefs d'entreprise qu'ils souhaitent de faciliter les déplacements de leurs salariés à vélo. Il a proposé également la taxation de 2 produits dont l'utilisation massive est dangereuse, l'huile de palme et l'aspartame. Ces mesures méritent autre chose que des remarques humoristiques. Elles, dans l'attente d'un plan général de santé annoncé et prévu en 2013, ces positions du Sénat, ces propositions, certes ponctuelles, donnent un signal et manifestent aussi la volonté d'aller dans le sens d'un développement significatif de la prévention dans les politiques de santé publique, cette politique répondant évidemment, et cela a été souligné, d'abord à d'immenses enjeux sanitaires, mais elles répondent aussi, puisque nous sommes dans un projet de loi de finances, elles répondent aussi à l'impérative nécessité de rétablir les comptes sociaux. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Caffet. Merci, Monsieur le Président. À l'issue de notre débat sur cette troisième partie, et pressentant que la discussion pourrait s'interrompre, j'ai envie de dire quelques mots sur ce PLFSS. Malgré ses imperfections, car qui pourrait prétendre de présenter devant le Parlement un projet de loi parfait? Malgré ces imperfections, je considère avec mon groupe que ce PLFSS est courageux. Et que, comme l'a dit Jacky Le Maine, il répondait à l'intérêt général. Car, mes chers collègues, que vous le vouliez ou non, il faut bien partir du constat que notre protection sociale est malade. Elle est malade de ses déficits, elle est malade de sa dette accumulée. Je ne veux pas revenir sur les propos que j'ai tenus il y a quelques jours, mais les 10 années qui se sont écoulées ont vu notre protection sociale accumuler 160 milliards de dettes sous les gouvernements de droite. 160 milliards, dont 130 transférés à la CADES, c'est-à-dire une charge sur les générations futures. Et dans ces conditions,
mes chers collègues, il n'est pas extravagant que le gouvernement s'attaque à ces déficits. Il n'est pas absurde, il n'est pas surréaliste que ce gouvernement essaye de tenir les comptes et inscrive notre protection sociale dans l'impératif, car nous pensons qu'il s'agit d'un impératif de rétablissement des comptes de notre pays. Je parle des comptes publics, bien entendu. Car voyez-vous, si nous ne maîtrisons pas ces déficits, et c'est une tentation d'une certaine partie de la droite, si nous ne maîtrisons pas ces déficits de la protection sociale, à ce moment-là, le système pourra exploser et les tenants de la privatisation d'une partie ou de pans entiers de la protection sociale pourront enfin triompher. Et c'est ça le danger qui nous menace, mes chers collègues. Et personnellement, je me refuserai toujours à ce que des pans entiers, y compris de l'assurance maladie, soient privatisés parce que nous ne serions pas arrivés à tenir les comptes de la protection sociale. Et pour tenir les comptes de la protection sociale, ce gouvernement a proposé des économies et des recettes. Et le paradoxe, mes chers collègues, c'est qu'à l'issue de ce débat, nous sortons avec, je n'ai pas tenu les compteurs exactement, et je pense que le gouvernement pourrait seul répondre à cette question. Nous sortons avec pratiquement 800 ou 900 millions de recettes en moins. Tel a été le déluge hier soir de nouvelles taxes, ce qui fait qu'on ne sait pas, en tout cas personnellement, je ne sais pas à quel niveau nous nous situons. 800 millions ou 900 millions de recettes en moins. Ça n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut dire quand même que la droite porte une responsabilité dans le refus systématique que vous avez montré tout au cours de ce débat pour équilibrer ces comptes. La meilleure preuve, c'est que vous avez refusé l'article 11, alors que le régime des indépendants est en déficit chronique, alors qu'il est menacé, alors qu'on ne sait pas comment seront payées les prestations dans un an ou deux, ou peut-être même l'année prochaine, en 2013, vous avez refusé d'équilibrer ce compte, alors que le conseil d'administration du régime social des indépendants avait accepté ces mesures. Et pourquoi les avait-elle acceptées? Parce que ces mesures étaient justes, chers collègues de l'opposition, parce qu'elles mettaient fin à une injustice absolument invraisemblable, c'est-à-dire le déplafonnement des cotisations maladie au-delà de revenus de 180 000 € par an. Et que, non content de ça, le gouvernement avait diminué la cotisation sur les revenus les moins importants, ce qui faisait que 450 000 ressortissants de ce régime paieraient moins, alors même que le régime était équilibré. Alors vous pouvez nous raconter, à longueur de séance, à longueur d'intervention, que nous ne faisons pas suffisamment pour équilibrer les comptes. Mais tout votre comportement pendant cette séance, pendant ce débat, a été de faire en sorte que la sécurité sociale ne soit pas équilibrée. Faut-il continuer les déficits à ce point? Quant aux économies, mes chers collègues, enfin, elles sont faites dans la justice. Est-ce qu'il y a dans ce projet de loi présenté par le gouvernement une quelconque atteinte aux droits et à la protection des assurés sociaux? Y a-t-il, comme les années précédentes, des déremboursements? Y a-t-il des franchises médicales? Non, j'ai entendu parler des dépenses. Il fallait plus sur l'ONDAM. Il fallait plus sur l'ONDAM. L'ONDAM a été fixé à 2,7%. C'est une progression par rapport à l'année précédente. Ça fait 350 millions de plus, dont 150 seront consacrés à des investissements hospitaliers. Faut-il à ce point refuser l'équilibre des comptes dans la justice pour que nous interrompions notre séance aujourd'hui et que nous ne puissions pas discuter des dépenses? Je crois que ça n'est pas une attitude responsable, en tout cas tel est mon sentiment. Quant à l'avenir, nous aurons bien évidemment des discussions sur le financement de la protection sociale. Et je partage complètement ce qu'a dit mon collègue Jacques Lemen. Oui, nous avons un désaccord. Et il faudra bien savoir comment
sera financée la protection sociale et quelles seront les réformes en ce sens. Ce que je voulais vous dire simplement, chers collègues, c'est qu'aujourd'hui, les ressources de la protection sociale portent à 80% sur des revenus d'activité. 80%. Ce sont les actifs qui y participent. Et que les revenus des remplacements, au bout de 10 ans où ils n'ont pas augmenté, participent à 5% du financement de la protection sociale. Était-il donc extravagant de prendre cette mesure sur la CASA et de faire en sorte que, sur un nouveau risque dont il va bien falloir trouver les sources de financement, on fasse contribuer un certain nombre de retraités. D'ailleurs, pas les plus pauvres, pas les plus désavantagés, puisque seuls participeront à ce financement ceux qui sont assujettis au taux de CSG de 6,6%. Et très franchement, chers collègues, ce sont eux qui sont menacés par ce risque en grande partie. Donc ces débats sont devant nous. Je regrette que nous ne puissions pas les mener en abordant la quatrième partie et notamment les dépenses, car très franchement, nous aurions beaucoup à dire, nous aussi. Je terminerai, puisque j'ai dépassé mon temps de parole, en rendant hommage à notre rapporteur général, dont la compétence, la constance a été manifeste au cours de ce débat. Et mes derniers mots seront pour vous dire que nous aussi, nous prendrons nos responsabilités. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Robert Tropeano. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans un contexte de crise particulièrement difficile, ce PLFSS amorce le redressement des comptes sociaux. Nous devons nous en féliciter. Il marque une véritable rupture avec le gouvernement précédent qui, par une politique irresponsable, a très largement contribué à augmenter les déficits. C'est ainsi que notre système de protection sociale était menacé. Notre collègue Jean-Pierre Plancade l'a exprimé en discussion générale. Nous sommes favorables à l'économie générale de ce texte. Au terme de l'examen de cette troisième partie, relative aux recettes pour 2013, nous nous réjouissons que 5 des amendements présentés par notre groupe aient connu un sort favorable. Nous avons permis d'exclure les contributions des employeurs au régime de prévoyance complémentaire de leurs salariés du champ d'application de la taxe sur les salaires qui, je le rappelle, apporte aux salariés et à leurs familles une certaine sécurité lors de la survenance d'un événement grave. Nous avons également supprimé l'article 15, qui était véritablement une fausse bonne idée. Nous avons tous conscience qu'il est nécessaire de renforcer les droits sociaux de ces salariés, mais votre mesure, Madame la Ministre, aurait eu l'effet inverse. S'agissant de la taxe sur la bière, nous nous félicitons des débats que nous avons eus dans cette enceinte hier soir et du compromis auquel nous avons abouti dans l'intérêt des petits brasseurs. S'agissant des boissons énergisantes, nous avons envoyé un signal fort à la jeunesse de notre pays et contribué à conforter la politique de santé publique menée par le gouvernement. Vous l'aurez compris, notre groupe, le RDSE, dans sa très grande majorité, votera donc en faveur de cette troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Les explications de vote ont eu lieu, le vote semble se dessiner et au fond il flotte comme un parfum de fin de débat à ce moment. Et je voudrais donc, tout en espérant que ce ne soit pas le cas, je voudrais donc remercier bien sûr Monsieur le rapporteur général pour le travail remarquable qu'il a effectué et l'engagement qui a été le sien, non seulement pour porter le texte, ce projet de financement de la sécurité sociale dans votre hémicycle, mais aussi pour faire en sorte de l'améliorer et de le rendre plus constructif encore. Je voudrais dire que j'espère qu'au terme probable de ces débats,
nos concitoyens sortiront mieux éclairés des choix des uns et des autres pour l'avenir de notre protection sociale. Vous me permettrez d'en douter. Mais au fond, c'est le souhait que l'on peut avoir, que se dessinent des projets pour l'avenir de la sécurité sociale dans notre pays, sécurité sociale à laquelle nos concitoyens sont éminemment attachés. Et nous pouvons espérer que apparaissent, au fond, des lignes directrices au terme de discussions qui, parfois, peuvent avoir donné le sentiment d'avoir été empreintes d'une certaine complexité, voire d'une certaine confusion. Mais si les Français s'y retrouvent, j'en serai la première satisfaite. Parce qu'au fond, que restera-t-il des amendements qui auront été ici présentés, puisque nous n'allons pas aller de l'avant, sans doute, dans le débat sur les dépenses que nous devons engager. Et je serai moi-même, d'ailleurs, bien en peine d'expliquer à l'opinion ce que des taxes qui ont été votées, des amendements qui ont été portés, il restera au bout du compte. Je voudrais indiquer, au-delà, que pour le gouvernement, il est absolument décisif d'inscrire ce projet de loi dans la perspective d'une trajectoire de rétablissement de l'équilibre des comptes publics, parce que les comptes sociaux contribuent à l'équilibre ou au déséquilibre des comptes publics. Et donc le gouvernement assume clairement et fermement sa volonté, au terme de la législature, au terme de la mandature, d'avoir rétabli l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Comme cela a été dit par Jean-Pierre Caffé, le non-rétablissement des comptes aboutirait purement et simplement à une fuite en avant et à l'ouverture à des perspectives alternatives pour le financement de notre protection sociale, c'est-à-dire des financements privés auxquels nous ne pouvons pas nous résoudre. Et je veux le dire de ce point de vue-là, l'affirmation d'une exigence de responsabilité financière ne peut pas apparaître comme la continuité de la politique menée au cours des dernières années, puisque nous nous retrouvons au contraire à devoir prendre des mesures pour faire ce qui n'a pas été fait et garantir l'équilibre de la sécurité sociale, contrairement à ce qui a été indiqué. Je veux dire à M. Milon que les hypothèses financières sur lesquelles se fonde notre texte sont des hypothèses crédibles, sincères, et d'ailleurs l'ensemble de la politique gouvernementale en dehors de ce projet de loi vise précisément à garantir ou à permettre que la croissance soit au rendez-vous et que les hypothèses de croissance soient au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons clairement, fortement annoncé notre engagement dans un pacte de compétitivité dont nous voulons que le résultat soit précisément qu'il permette de relancer la croissance dans notre pays. Je veux dire que cette volonté de rétablissement de l'équilibre des comptes ne se fait pas uniquement sur la base de recherche d'économies financières, même si ces économies figurent dans ce texte, mais se fait également par la volonté de mettre en place des réformes structurelles dont nous n'aurons pour l'essentiel sans doute pas l'occasion de débattre, puisqu'elles sont inscrites dans les articles à venir, dans la partie 4 de ce texte de loi. Réformes structurelles qui visent à consolider de façon durable les régimes de retraite par répartition. Réformes structurelles qui visent à consolider l'hôpital public tout en permettant que son financement soit mieux assuré. Réforme structurelle en faveur d'une médecine de proximité qui permette de concentrer l'hôpital public sur ses tâches centrales, qui permettent d'éviter que l'hôpital public ne soit la porte d'entrée systématique dans notre système de santé, et renforcement, réhabilitation d'une médecine de proximité qui jusqu'à maintenant a été laissée de côté. Et puis réforme structurelle aussi par la volonté d'étendre les droits sociaux de nos concitoyens, ce dont nous ne discuterons pas, extension des droits des retraités, extension des droits des femmes à travers des mesures fortes pour l'interruption volontaire de grossesse ou la contraception, extension des droits encore à travers la perspective de mise en place d'une réforme enfin ambitieuse de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Encore faudrait-il que nous puissions aborder ces débats. Et je voudrais dire
que moi je suis prête à entendre beaucoup d'argumentations sur ce qui ne figurerait pas dans ce texte. Mais je ne suis pas prête à laisser dire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à la réalité des dispositions que nous présentons. Il est difficile d'entendre que, dans ce texte, nous n'aurions pas procédé à une mise à contribution des revenus du capital plus significative que ce qui était auparavant. Cela nous est reproché sur certains bancs, mais ne faisons pas comme si, depuis l'arrivée aux responsabilités de ce gouvernement, il n'y avait pas eu la volonté claire, résolue, de mettre à contribution les revenus du capital, précisément pour que les revenus du travail ne soient pas les seuls à financer la sécurité sociale. Et donc, je veux bien entendre que certains ne souhaitent pas soutenir ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais pas à ce motif-là. De la même façon, il me paraît difficile d'expliquer que tout d'un coup, cette année, nous ne pourrions pas, ou certains ne pourraient pas voter ce texte parce qu'il y aurait des financements de la sécurité sociale qui seraient assis sur l'impôt et non pas sur les cotisations. Ça existe depuis toujours. Et ça n'est pas une nouveauté. Il y a dans notre système de sécurité sociale, pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale, une partie du financement qui est assis sur des cotisations solidaires et une partie qui repose sur la fiscalité au nom de la solidarité. La CMU, par exemple, en matière d'assurance maladie, la prévention avec des mesures de santé publique et de protection. J'ai entendu ici ou là, au cours des derniers jours, la volonté d'ailleurs d'accroître la partie de la fiscalité à travers la mise en place de taxations nouvelles auxquelles d'ailleurs le gouvernement n'était pas favorable. Mais donc on ne peut pas considérer qu'il y ait une remise en cause dans ce texte-là, je le dis, de l'équilibre d'ensemble entre mesures fiscales et cotisations. Et je crois d'ailleurs que nous aurons dans les mois à venir, c'est le rôle qui a été confié au Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, nous aurons à déterminer la part précisément qui doit revenir dans le financement de la protection sociale à l'impôt et aux cotisations sociales, mais de façon globale, ce texte tel qu'il vous est présenté ne modifie pas l'équilibre général entre recours à la fiscalité et recours aux cotisations. Donc c'est un argument qui, pour ne pas voter ce texte, ne peut pas prospérer de façon satisfaisante. De la même façon, je veux dire quand même très clairement que l'on peut être opposé, et je l'entends, on peut être opposé à la mise en place d'une cotisation exceptionnelle sur les revenus des retraités. J'ai déjà eu l'occasion de dire pourquoi je pensais, avec le gouvernement, que cette contribution était une contribution juste et équilibrée dans la mesure où elle exonérait les retraites non imposables, dans la mesure où elle permettait d'engager une réforme de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Mais je ne rentre pas davantage. J'ai eu l'occasion de dire aussi que ça me paraissait être un ferment de solidarité intergénérationnelle dans le financement de la sécurité sociale. Mais je ne reprends pas ce débat. Mais qu'on ne dise pas que nous allons calibrer la réforme de la perte d'autonomie sur le montant des ressources aujourd'hui appelées. À aucun moment le gouvernement n'a dit cela. À aucun moment le gouvernement n'a indiqué que c'était les ressources aujourd'hui prélevées ou en 2013 qui seraient prélevées qui formeraient le cadre financier de la réforme à venir. Nous avons dit que c'était une contribution et qui appelait une réforme à venir, laquelle devrait comporter un facteur financier pérenne. Donc évidemment, la réforme de la dépendance, entre guillemets, ou de la perte d'autonomie n'est pas aujourd'hui définie en termes financiers par ce texte de loi. La seule chose que ce texte de loi définisse, c'est la volonté d'aller vers une réforme de la perte d'autonomie et d'une réforme qui soit solidaire, qui repose sur un financement solidaire et pas sur un financement des privés et un reste à charge supplémentaire pour nos concitoyens. Donc là encore, un argument qui ne peut pas être mis en avant pour ne pas voter ce texte. Quant au reste à charge de nos concitoyens, c'est une des priorités pour ce gouvernement. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Nous avons engagé la politique de réduction du reste à charge à travers la mise en place d'un accord ou l'encouragement d'un accord sur les dépassements d'honoraires. Nous savons bien qu'il faut aller au-delà et nous l'avons dit.
La politique qui a été menée au cours des dernières années n'est pas une politique satisfaisante. Simplement, nous avons à reprendre l'ensemble. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, compte tenu de l'état des finances publiques, de procéder sur tous les terrains à la fois, de supprimer les franchises qui ont été mises en place, de supprimer les restes à charge qui augmentent et dont on sait que pour une grande part, pour ce qui est des soins courants, ils relèvent des dépassements d'honoraires puisque les soins courants ne sont plus remboursés qu'à 50 ou 55% du fait des dépassements d'honoraires. Et donc nous avons la volonté d'engager cette politique globale. Il faudra du temps, il faudra de l'énergie, il faut aussi que le rétablissement des comptes soit au rendez-vous, sinon nous ne pourrons pas aller bien loin. Alors je voudrais remercier les orateurs du groupe socialiste, du groupe écologiste, du groupe RDSE qui ont apporté leur soutien à ce texte, à sa philosophie, à sa volonté de responsabilité, à sa volonté de justice, parce qu'on ne dira jamais assez que c'est un texte qui étend les droits de nos concitoyens, que c'est un texte de justice et de protection, et que c'est cette justice et cette protection à laquelle il sera fait obstacle en ne votant pas la partie recette de ce PLFSS. Chacun assume ses responsabilités, le gouvernement assume les siennes. Sa responsabilité, c'est de garantir la protection de nos concitoyens, de garantir l'avenir de la protection sociale, de garantir une politique de justice. Et c'est en ce sens que nous travaillons, c'est en ce sens que nous continuerons à travailler, et notre fermeté est inébranlable. Merci Madame la Ministre. Je mets donc aux voix la troisième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 et en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour la troisième partie remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre la troisième partie un bulletin bleu et ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Madame la ministre, mes chers collègues, je vous donne lecture du résultat du scrutin numéro 33 sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Nombre de votants, 345. Nombre de suffrages exprimés, 341. Majorité absolue des suffrages exprimés, 171. Pour l'adoption, 155. Contre, 186. En conséquence, donc, la troisième partie du PLFSS n'est pas adoptée. Mes chers collègues, la troisième partie du projet de loi de finances donc, de la sécurité sociale pour 2013 ayant été... Mes chers collègues, je vais vous demander de rester parce qu'il y a un deuxième vote sur l'ensemble du projet. Donc, la troisième partie donc, de ce PLFSS pour 2013 ayant été rejetée, la quatrième partie de ce projet de loi est considérée donc, comme rejetée. En conséquence, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit, donc il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Alors là, qu'est-ce qui... demande à voter. Le scrutin est clos et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Madame la ministre, mes chers collègues, résultat donc du scrutin numéro 34 sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 342, majorité absolue des suffrages exprimés 172, pour l'adoption 156, contre 186. En conséquence, l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est rejeté. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Nous reviendrons bien entendu dans nos différentes tranches d'information de 19h et de 22h sur les conséquences du vote du Sénat ce matin. Mais il y aura avant cela un prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire à 15h avec les questions d'actualité au gouvernement présentées aujourd'hui par Perrine Tarnaud. Très bonne journée à tous.